Voilà, comme ça, vous me voyez tout le temps. Alors, je vais fermer ces trucs-là qui servent à rien et du coup, on va commencer. Alors, donc, pour les nouveaux arrivants, n'hésitez pas à m'interrompre. Pour ceux qui me connaissent, bah, c'est super. Pour ceux qui me connaissent pas, donc, je suis veto. J'ai arrêté pendant 20 ans d'exercer. J'ai repris il y a 1 an et demi à peu près. Et en même temps, je vends du chanvre par une boîte dont il n'est pas vraiment question de faire la promotion ici, parce que de toute façon, pour info, une entreprise n'a pas le droit de parler de traitement ou de maladie quand il vend un produit qui n'est pas un médicament, sinon le produit est reclassifié en médicament immédiatement. C'est la raison pour laquelle, en fait, j'ai choisi de vraiment splitter les deux et de vous parler que d'éducation, enfin de science par rapport aux extraits de chanvre et de pouvoir du coup vous donner toutes les publis qui sont sorties sur le sujet. Et puis après, on en fait ce qu'on en veut, mais au moins, ça libère un peu la parole et les questions par rapport à ces sujets. Alors, j'ai choisi de vous parler des extraits. Alors, extraits actifs de chanvre, je vais vous dire de quoi il s'agit précisément. J'ai choisi de vous parler d'émicie et de la cystite idiopathique féline parce que sur le terrain, en fait, les vétos utilisent beaucoup ces produits, enfin, les extraits actifs de chanvre sur ces pathologies. Et c'est eux qui nous ont fait savoir que ça marchait très bien. Et en effet, les publications scientifiques montrent, enfin, apportent des éléments d'explication. Donc, c'est ça dont je voulais parler avec vous aujourd'hui et un peu plus encore. Alors, toc, oula, hop, voilà, ça marche ou pas? Voilà. Alors, extrait actif de chanvre, pour aller directement dans le sujet. Alors, je vois que excusez-moi, que ma vignette déborde un peu sur les titres. Est-ce qu'on peut la mettre en plus bas ou un truc comme ça, plus petit? Voilà, moyen gros. De quoi parle-t-on? Alors, évidemment, on parle du chanvre qui contient normalement des traces de THC. On ne peut pas complètement s'en abroger. On doit malheureusement le retirer des produits finaux. Mais sachez que le THC est une fantastique molécule en médecine. Bon, je passe sur le sujet. On n'en reparlera pas maintenant puisque de toute façon, c'est interdit à la vente et à la prescription encore à ce jour. Ce qu'on peut utiliser dans le plan de chanvre, avec des plans qui sont bien choisis, avec des ingénieurs agronomes fiables et avec des boîtes de prod tout aussi fiables, c'est le CBD évidemment qui est présent en grande quantité dans la plante de chanvre. C'est la molécule majeure, hein, c'est pour ça que les chercheurs en ont fait tout un foin, parce que c'est facilement industrialisable et c'est facilement synthétisable. L'autre molécule intéressante, c'est le CBG, qui est la première molécule cannabinoïde à être fabriquée par la plante de chanvre et de laquelle découlent toutes les autres molécules. Et on va se focaliser sur ces deux molécules pendant la présentation pour la simple et bonne raison que le CBN, le CBC, le THCV sont productibles, mais difficiles encore à industrialiser. Donc, même si c'est des molécules super intéressantes, il y a besoin encore de travailler avec les producteurs pour pouvoir les proposer sur le terrain. Hop. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet à propos du système endocannabinoïde. Donc, le SEC, c'est le système endocannabinoïde. Et alors là, je vous ai mis exprès pour, comment dire, l'exemple, un joli schéma qui concerne la croissance tumorale. C'est juste l'exemple que j'ai pris un peu au hasard parce que je trouvais l'illustration à la fois riche et intéressante. Cette illustration montre quoi? On voit les récepteurs. Il y a dans le système endocannabinoïde, on a différents récepteurs. Le CB1, le CB2, vous les connaissez. On a aussi, par exemple, le GPR 119 qui est ici en vert. Et ensuite, ici, GPR 55, on va le voir ici en noir. Et globalement, sur ce schéma, c'est tout ce qu'on va voir. TRPV1 aussi. Donc, vous voyez, rien que sur ce schéma, on a 2, 4, 5 récepteurs endocannabinoïdes. Donc, on est loin d'avoir que CB1, CB2. Les autres, on les appelle plutôt endocannabinoïdes-like.
À propos des ligands, donc on a l'AEA et le 2AG qu'on reconnaît en noir sur le schéma. On en a d'autres qui sont plus donc endocannabinoïdes-like aussi, donc les ligands-like. Et là, on va voir le PEA, l'OEA notamment sur ce schéma. Et comme vous le voyez, là, on a pris l'exemple de la croissance tumorale, mais c'est exactement pareil dans n'importe quel contexte. On a toujours une coexistence des récepteurs endocannabinoïdes et des ligands endocannabinoïdes. Et en fait, il n'y en a jamais un qui évolue tout seul. Donc, mettre un endocannabinoïde tout seul dans un organisme, donc mettre un exocannabinoïde tout seul dans un organisme est, de mon point de vue, une hérésie, quoi. Donc, quand on parle de cannabinoïdes, mettez-en plusieurs, mettez pas des isolats purifiés, mettez-en plusieurs. Alors, j'ouvre le chat à côté. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais les voir défiler. Je vous ai mis cette autre diapositive, enfin cet autre schéma que j'ai sorti d'un précédent webinaire que j'avais fait, juste pour vous montrer. Alors là, ça représente en fait, vous voyez, à partir d'un stimulus inflammatoire, toutes les cascades de réactions qui se mettent en place. Le message principal que je voulais vous dire, parce que ça va être utile pour que vous compreniez la suite, c'est que autant quand on est sur un anti-inflammatoire non stéroïdien que j'ai marqué ici en violet, on adresse une partie seulement de la cascade inflammatoire. Pareil pour les glucocorticoïdes. Alors là, on adresse un peu plus de la cascade anti-inflammatoire. Mais vous voyez, ici, on a la cascade des mastocytes. Et là, j'ai pas vu dans la publication, dans la revue de littérature que les glucocorticoïdes agissaient à cet endroit-là. En revanche, ce qu'on voit bien sur ce schéma, c'est tout ce que j'ai entouré en rose avec les récepteurs CB1 et CB2, à minima du coup, comme on vient de dire, qui sont à peu près partout. Donc, si on arrive à avoir une action sur les récepteurs CB1 et CB2, eh bien, on a une action assez globale sur un système inflammatoire. Petite parenthèse, mais je crois que j'ai vraiment une dent sur ces produits. Le NGF est présent uniquement à cet endroit-là dans la cascade anti-inflammatoire. Donc, c'est ultra précis. Je passe. Maintenant, à propos des exocannabinoïdes. Donc, exocannabinoïdes, c'est les cannabinoïdes exogènes qui ne sont pas fabriqués par l'organisme et qu'on apporte par une voie ou une autre. Donc, on aura dans les exocannabinoïdes les phytocannabinoïdes, les cannabinoïdes qui viennent de la plante, notamment en grande partie du chanvre. Après, on a le PEA qui vient essentiellement, malgré tout ce qu'on peut vous dire d'un point de vue marketing, de l'huile de palme. Et globalement, c'est à peu près tout. Hein. Sinon, les cannabinoïdes sont à l'état de trace dans d'autres plantes. Et évidemment, dans les exocannabinoïdes, on peut aussi avoir des cannabinoïdes synthétiques, mais là, ils sont ultra toxiques, donc il faut faire très, très, très attention avec ces cannabinoïdes synthétiques, y compris du CBD synthétique ou bien du HHC, le H4CBD, ça, on emmène les gens à l'hosto direct. Donc, là, je vous ai juste mis pour exemple le mode d'action du CBD. Alors, les modes d'action putatifs du CBD. Pour ma part, je pense que le mode d'action principal du CBD, il est d'inhiber l'action de la FAH, qui est l'enzyme qui hydrolyse l'anandamide. L'anandamide qui est essentiellement actrice dans l'anxiété et le stress. Donc ça, c'est le mode d'action majeur. Donc, en fait, en mettant du CBD, on augmente artificiellement les niveaux d'anandamide et du coup, on apaise l'individu de manière, entre guillemets, naturelle. Après, on a aussi une action sur la liaison du GABA, une action sur les TRPV1 à noter parce qu'elle est intéressante dans les voies de la douleur. Et on a une action aussi sur le GPR55. On a d'autres actions, NF-kappa B, etc. Mais vous voyez, donc on est sur plusieurs sites
Et faut accepter ça en endocannabinologie, c'est qu'à partir du moment où on met des cannabinoïdes, on a une action sur de multiples sites et c'est ce qui apporte toute la complexité d'ailleurs de la compréhension de cette discipline. Je vous ai dit, on allait faire un focus CBD et CBG parce que pour moi, les deux molécules sont super intéressantes, tant sur la MICI que sur la cystite interstitielle. Et l'idée, c'est de vous expliquer pourquoi. Donc, le CBD a une action très claire sur l'anxiété. J'aurais pu mettre aussi l'épilepsie. Je ne l'ai pas mis dans mon document, mais action démontrée sur l'épilepsie. Le CBG, nettement moins. Hein. Par contre, bon, il y a quelques publis, mais enfin, elles sont un peu timorées et pas tellement robustes. Action sur l'ostéogenèse, oui, c'est super intéressant. Moi, je l'ai vécu, j'ai filé du CBD, alors un baume CBD-CBG, et puis après, que du CBD par voie que je mettais sur la gencive de ma chienne. Ma chienne a eu une fracture d'une phalange. En 2 semaines et demie, c'était réglé, elle boitait plus et il y avait encore la lésion visible, mais globalement, je m'en suis plus préoccupée. Évidemment, j'ai pas mis d'attelle, j'avais mis un petit pansement les premiers jours pour gérer l'hématome. Mais vraiment, je pense que ça a beaucoup accéléré la cicatrisation de l'os. Donc, ouais, et les quelques publis sont assez robustes aussi. Inflammation. Moi, j'y crois sur le CBD, mais alors surtout sur le CBG, c'est assez incroyable comme ça marche. Et l'inflammation dermatite, mais aussi l'inflammation cutanée suite post-lésionnelle, par exemple après une griffure, une morsure ou des choses comme ça, c'est vraiment très rapide. Action sur l'analgésie, oui. Douleur neuropathique, bon là on pourra refaire des webinaires sur le sujet, mais oui, les deux sont intéressants. Modulation de l'immunité, beaucoup plus pour le CBG que pour le CBD de mon point de vue. Et là, on vient aider le CBG avec des champignons, évidemment, de la mycothérapie. Action orexigène, démontrée pour le CBG. Régulation de la prolifération cellulaire, bah ouais, enfin, il y a des éléments de preuve pour les deux, mais j'avoue que moi, je ne m'en sers pas. Je n'ose pas, et puis voilà, on a d'autres techniques. Action sur la neuroprotection, oui, et j'ai eu plusieurs retours de veto qui ont trouvé que, enfin, il y avait un vrai plus à ajouter à un mélange CBD-CBG à un animal qui avait fait un AVC. J'ai eu aussi un cas de méningite et l'animal s'est remis en 3 jours. Alors, je ne connais pas vraiment beaucoup plus ce contexte, mais je pense que c'est vraiment intéressant à utiliser. Et en tant qu'antioxydant, ouais, bof, enfin bon, moi, je préfère aller sur d'autres molécules de ce point de vue-là. Sur le CBG, alors je passe les récepteurs. Vous voyez, ça agit toujours sur plusieurs récepteurs, plusieurs voies. Je passe. Il faut savoir qu'il y a eu des études intéressantes donc sur l'antalgie comme effet d'entourage. Alors, petite parenthèse sur l'effet d'entourage. En fait, l'effet d'entourage vient de l'endocannabinologie parce qu'on a compris qu'avec le premier schéma que je vous montrais, avec la multiplicité d'endocannabinoïdes et toute cette multiplicité de récepteurs endocannabinoïdes, en fait, c'est cette multiplicité qui vient moduler l'action des récepteurs. Et deux endocannabinoïdes peuvent se fixer sur le même récepteur et du coup et moduler comme ça la réactivité du récepteur, de l'inhibition totale à l'activation totale. Donc, cet effet d'entourage, il vient de l'endocannabinologie, cette notion, et elle a été rapportée sur la phytothérapie au global. Et évidemment, nous, on l'utilise en parlant de la plante de chanvre. Et elle est démontrée, alors qu'en phytothérapie, on dit qu'elle est difficilement démontrable. Non, non, en utilisant le chanvre, elle est largement démontrée. Il n'y a pas photo. Ne serait-ce qu'en utilisant du THC et du CBD. Je reviens sur le CBG, visée analgésique, oui, visée anticancéreuse, oui, démontrée de multiples fois, beaucoup in vitro évidemment, effet sur le côté orexigène, démontré dans des modèles murins et pas que.
Visée anti-inflammatoire digestive, oui, ça a été démontré et on va aller dans le détail. Visée neuroprotective, je vous en ai déjà parlé. Là, je vous mets juste en fait quelques mots-clés, interleukine 1 bêta, TNF-alpha, PPAR, INF-gamma. Vous voyez, c'est des facteurs de transcription et des interleukines qu'on retrouve dans ces pathologies-là. IL-10, IL-37, IL-37 particulièrement intéressante, par exemple dans la gingivostomatite. Bon, je passe. C'était juste pour vous montrer qu'il y a quand même des éléments de preuve. Maintenant, passons à la MICI. Je vois qu'il n'y a toujours pas de questions dans le chat. Est-ce que vous voulez vous exprimer ou poser des questions par voie orale? Non. Alors, je continue. Dites-moi hein, si le chat ne marche pas ou quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas. C'est la première fois que j'utilise GoToWebinar, alors peut-être qu'il y a des bugs. Parlons maintenant des MICI. Alors, je ne suis pas spécialiste de gastro-entérologie ni de médecine interne. Moi, mon truc, c'est le chanvre. Et du coup, je vois tout côté endocannabinologie. Sur les MICI, moi, ce que j'ai retenu des publications, c'est que il y en a 3 types, voire 4. Et en fait, en médecine véto, on identifie la MICI surtout par le traitement qu'on juge comme efficace sur l'animal en question. Et ce qui m'a semblé intéressant de vous dire, c'est que OK, on ne peut pas se servir des profils endocannabinoïdes, mais là, on a un bon exemple où on pourrait utiliser les profils endocannabinoïdes pour diagnostiquer le type de MICI dont il s'agit. Alors, vous retrouvez les 4 endocannabinoïdes majeurs qui ont été étudiés dans une publication en 2021 et sur une trentaine de chiens qui avaient des MICI. Donc, ça a été fait en Italie. Et juste, l'idée, c'est pas aller dans le détail, mais juste de vous montrer que, vous voyez, il n'y a pas une colonne, pardon, une colonne pareille. Donc, on peut diagnostiquer un type de MICI en analysant les endocannabinoïdes. Il n'y a aucun laboratoire qui le fait en routine, en France en tout cas, à l'étranger, j'en sais rien. Ça suggère de mettre le sérum sous azote liquide, de transporter ça, tout ça enfin toujours sous azote liquide pour faire l'analyse, qui se fait par ailleurs très bien parce que c'est le même type de matériel qu'on utilise pour analyser les profils stéroïdes en humaine. Et en humaine, il y a une trentaine de labos qui font ça en France. Et encore une fois, vous voyez qu'un endocannabinoïde n'agit jamais seul. Et à partir du moment où il y a une pathologie, où il y a un dérèglement de l'organisme, donc un défaut d'homéostasie, tous les endocannabinoïdes vont agir. L'AEA, le 2AG en premier, mais aussi le PEA, l'OAE notamment. Pourquoi c'est intéressant de regarder le système endocannabinoïde au niveau digestif? D'abord, on appelle ça l'endocannabinoïdome. Donc, c'est un terme précis. Et globalement, on retrouve un endocannabinoïdome partout où on retrouve un microbiote. Alors, on s'intéresse au microbiote intestinal, mais on aurait le pulmonaire, notamment le cutané et le vésical à regarder. C'est encore en friche, tout ça. Le message principal que je voulais vous donner ici, c'était de vous montrer qu'il y a des récepteurs CB1 et CB2 à tous les étages de la muqueuse intestinale. Donc, évidemment, si on ajoute des endocannabinoïdes ou des exocannabinoïdes sur tout ça, on vient moduler la réaction de la muqueuse digestive. Et donc, vous voyez, on a les récepteurs CB1 qui s'expriment dans certains neurones, les récepteurs CB2 également et aussi dans le système immunitaire local du tube digestif. Et ce qu'on retrouve tout le temps, c'est qu'on a une surexpression du récepteur CB2 quand on a une inflammation ou une lésion. Je n'ai pas encore trop bien compris quel est le signal donné par l'organisme. Je pense qu'il y a une surexpression de ces récepteurs pour que l'organisme se mette en branle pour lutter contre cette inflammation. Ce n'est pas pour autant significatif d'une
d'un retour à un côté non inflammatoire. C'est juste pour permettre la mise en branle du système. Mais bon, voilà, j'avoue que tout ça, c'est pas super bien décrit. En tout cas, l'idée, quand on active ces récepteurs CB1 et CB2, c'est d'obtenir une réduction de la motilité, de l'inflammation et une activation du système immunitaire. Cette diapositive, elle est intéressante pour vous montrer, voyez, un peu plus en détail comment agissent les récepteurs CB1 et CB2. Il ne s'agit pas non plus d'aller au niveau du tractus gastro-intestinal, il ne s'agit pas non plus d'aller dans le détail, mais juste, vous voyez qu'on retrouve les lymphocytes T cellulaires, notamment le lymphocyte TH17 qui est ici, qu'on retrouve aussi dans le contexte de la gingivostomate ou dans les allergies. Donc, y compris, et donc là, la mycothérapie peut être activable. On retrouve aussi l'IL6, l'IL10 et l'INF-gamma, comment dire, cytokines pro-inflammatoires. Et puis, de l'autre côté, alors, on a le récepteur CB1 ici, et qui participe du coup à la sécrétion intestinale, motilité de l'intestin et surtout l'hyperalgésie dans notre contexte. Et on va reparler de l'hyperalgésie aussi. Bon, sur ce schéma, je n'ai pas super envie d'aller beaucoup plus dans le détail. Vous voyez juste que, encore une fois, le système endocannabinoïde est au cœur du système immunitaire, inflammatoire, et enfin, pour la composante inflammatoire, pour la composante allergique aussi. Je parlais d'hyperalgésie, je vous ai dit qu'on allait y revenir, parce que c'est important pour les deux pathologies, à la fois l'hémicie et la cystite. Et donc, pour moi, l'hyperalgésie, c'est vraiment une problématique à essayer de couper très rapidement, le plus rapidement possible, enfin pour moi et pas que pour moi d'ailleurs. Et elle passe par la modulation des récepteurs CB1, CB2, mais aussi FAH et MAGL, qui sont toutes deux les enzymes de dégradation des endocannabinoïdes que j'ai cités précédemment, l'AEA et le 2AG. Donc, pareil, hein, quand on a une hypersensibilité viscérale, pardon, on a une sous-expression des récepteurs CB1 qui sont liés aux douleurs chroniques. On a une augmentation de la FAH et de la MAGL, ce qui veut dire qu'on a une sous-expression, finalement une sous-représentation ou un niveau abaissé d'anandamide et de 2AG. Et dans ce cas-là, on a du coup la réaction inflammatoire qui va s'emballer. Là, j'ai trouvé une publication récente de 2025, c'est pour ça que je me suis dit que c'était intéressant de vous la montrer. Alors, vous avez vu en introduction, hein, le CBD, enfin le CBG notamment, a fait l'objet de plusieurs publications sur les MICI. Là, cette publication récente, elle a l'avantage d'être récente, que ce soit un mélange CBD-CBG isolat sur un modèle murin à qui on a induit une maladie inflammatoire du tube digestif. C'était dans une huile MCT, c'était des isolats, donc en fait, ça veut dire que l'action est moins longue, mais c'était un mélange 1-1, donc assez intéressant d'un point de vue thérapeutique, on va dire. Et du coup, le fait d'avoir mis des isolats, on oublie l'effet d'entourage qui serait créé par des terpènes ou des flavonoïdes ou d'autres cannabinoïdes mineurs du chanvre. Je vous ai mis juste deux graphes pour vous montrer qu'on a des vrais résultats statistiques avec des images dont on voit visiblement une amélioration. Là, on a pris les cryptes de l'ivercune, pour exemple, les lésions du côlon comme autre exemple, après seulement 7 jours de traitement. Voilà pour l'action du CBD, du CBG au niveau et l'intérêt du système endocannabinoïde au niveau local. Ne pas oublier donc l'hyperalgésie dont je venais de vous parler et ne pas oublier que toute la voie de conduction nerveuse de la douleur et notamment on a une action du CBD et du CBG au niveau des ganglions rachidiens de par la présence notamment de récepteurs TRPV1. Et c'est bien aussi, je crois. Voilà.
Et vous voyez que, encore une fois, sur là, on a pris justement le ganglion rachidien chez le chien. Alors, ça peut varier d'une espèce à l'autre quand même, hein. Donc, ce qu'on dit, il faut toujours le prendre avec des pincettes. Ce qu'on voit, c'est qu'encore une fois, on a une multiplicité de récepteurs, donc potentiellement une multiplicité d'endocannabinoïdes. Donc, le GPR, non pas 18, mais 118 et le GPR 55 sont également impliqués dans la transmission sensorielle et l'intégration de la douleur. Donc, encore une fois, les phytocannabinoïdes ont une utilité sur ces voies de la douleur, comme on l'a dit initialement, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est utilisé en santé humaine ou qu'on cherche à utiliser au moins le CBD dominant en santé humaine, c'est vraiment en parlant de ce schéma-là. Bon. Et sur les MICI, pour finir, alors vous voyez, j'ai été assez light parce qu'il ne s'agit pas de vous bourrer le chou avec plein de détails. C'est juste pour vous dire que du coup, il y a un vrai intérêt à utiliser un mélange CBD et CBG quand on a une maladie inflammatoire du tube digestif. Le CBD va être utilisé pour mimer l'action de l'anandamide. Et sur l'anxiété et sur certaines voies de la douleur. Le CBG est surtout utile sur les voies de la douleur et le côté inflammatoire et régulateur de l'immunité localement. C'est pour ça que les deux molécules sont intéressantes et je n'irai pas sur un CBD seul. Mais une fois qu'on a dit ça, quand on commence à parler endocannabinoïdome, on est obligé de parler microbiote parce que les deux fonctionnent ensemble, comme je vous ai dit en introduction, et on est obligé aussi de gérer la dysbiose. Alors sur cette partie-là, je proposerai à d'autres intervenants de faire de vous présenter ça, le côté microbiote, parce que c'est en voie de développement et enfin voilà, faut en tenir compte. Et il a été démontré du coup que l'interaction entre endocannabinoïdes, dôme et microbiote intestinal est impliquée dans la pathogénèse de maladies inflammatoires intestinales, comme on vient de le dire, de l'obésité et des troubles neuro-inflammatoires, mais aussi de l'humeur, y compris des douleurs neuropathiques et des pressions en santé humaine. Et là, on vient sur toute la notion de l'axe cerveau-intestin, avec aussi la notion de système endocrinien qui est impliqué ou qui est concerné par cet axe-là. Et je voulais aussi vous montrer ce graphique-là qui vient un peu plus détailler les choses. Et alors là, c'est mis sous l'angle yang. Moi, j'y connais rien en médecine chinoise, donc je reste à ma place. Mais j'ai trouvé ce schéma assez intéressant parce qu'assez complémentaire. On y évoque des bactéries, enfin la flore intestinale, les probiotiques, des probiotiques, mais aussi l'implication dans ces différentes pathologies que je viens de citer et ces fonctions physiologiques du microbiome intestinal avec l'implication de l'endocannabinoïdome. Et des publications assez récentes, en 2022. Je vois qu'il n'y a pas de messages, pas de questions. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce qu'il y a un problème de micro? Est-ce que tout est OK de votre côté? Ouais, merci Céline. Je passe maintenant à la cystite. Alors, désolée, hein, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je trouve que c'est une pathologie qui est super intéressante parce que, en fait, alors d'abord, moi, je l'appelle plus cystite idiopathique parce qu'on commence quand même à bien la comprendre. Cystite interstitielle, par contre, son nom lui va bien. Et je vais vous expliquer un peu tout ce que ça concerne. Parce que, encore une fois, sur cette pathologie-là, le CBD et le CBG sont intéressants. Alors, voyons organe par organe. Donc, on va défiler d'abord le stimulus de l'environnement, ensuite le cerveau, les glandes surrénales, les voies de conduction de la douleur et la vessie.
Alors, au niveau du cerveau, figurez-vous que j'ai vu une publication qui parle de réflexe de sursaut acoustique. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais il paraît que les chats qui sont les chats à cystite interstitielle ont ce réflexe-là, c'est-à-dire ils auraient une réactivité accrue aux stimuli auditifs. Bon, moi, j'ai découvert ça hier ou avant-hier. Ça vaut ce que ça vaut, j'en sais pas plus perso. Mais c'est intéressant peut-être à garder en tête. Après, je vous ai mis juste un nota bene, c'est que il y a dans la vessie le ganglion racinaire dorsal le long de la moelle épinière qui draine justement la vessie, enfin draine entre guillemets. On retrouve des neurones qui sont 30% plus grands que chez les chats à cystite que chez les autres. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe au niveau nerveux chez ces chats-là, au niveau du système neurologique de ces chats-là. Et je vous ai pas mis aussi les détails, mais voyez, on retrouve des dysfonctions à plein d'endroits chez ces chats à cystite. Je ne sais pas de l'œuf ou de la poule ce qui a commencé, mais il y a des trucs bizarres. Au niveau alors du locus ceruleus pontique, bref, le noyau de Barrington, qui est situé, vous voyez, au niveau du mésencéphale à cet endroit-là. On a détecté des dysfonctionnements chez ces chats, notamment une augmentation d'activité de la thyroxine hydroxylase, par exemple. On a aussi, il faut garder en tête que ce noyau de Barrington, il est situé près des voies de la peur. Alors, il y a une publication qui se demande, un auteur qui se demande si il n'y a pas une connexion entre les deux. En tout cas, ce noyau de Barrington est impliqué dans le rétrocontrôle négatif du système nerveux autonome et aussi au niveau de l'hypothalamus, au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire surrénalien, chez ces chats-là, on a une diminution progressive du rétrocontrôle négatif et des surrénales de plus petite taille. Alors, je vous montrerai le schéma global après. Je vous positionne les choses d'abord. Donc, comme si il y avait une fatigue de la surrénale au bout d'un moment et ça ne fonctionne plus. Je vous parlais des voies de la douleur. Donc oui, sont impliquées dans la cystite interstitielle les fibres C et la libération de la substance P au niveau de la vessie. Et l'hyperalgésie semble naître au niveau du ganglion dorsal de la racine nerveuse dont on a parlé précédemment. Au niveau de la vessie, et là, c'est un point, je pense qu'il faut retenir de manière particulière, parce qu'il se passe des trucs chez ces chats-là. Au niveau de l'urothélium, celui-ci est moins protégé. On a d'abord constaté que la couche de glycosaminoglycane était défaillante. Et du coup, elle devient, la muqueuse vésicale devient perméable. On a une agression par les substances de l'urine avec une dégranulation des mastocytes. On a aussi l'expression de COX-1 dans la vessie, COX-2 dans l'urètre, notamment, qui apporte une inflammation neurogénique chronique et une altération de la vessie. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis, plus récemment, ça viendra après. Je vous dirai, on commence à comprendre ce qui se passe au niveau de cette vessie et pourquoi elle se dégrade comme ça, et je vous en parle dans un instant. Bon, il y a un lien avec le stress. Alors, pardon, plutôt que je défile un peu, donc je ne vous ai pas montré. Alors, je reprends le graphe initial. Donc, vous voyez, au niveau du cerveau, ce qu'il faut juste retenir, c'est que ça passe par l'axe hypothalamo-hypophysaire ou par les noyaux de Barrington, on a à chaque fois une action sur les surrénales. Et au niveau du noyau de Barrington, on a une action au niveau de la vessie via le système nerveux sympathique. Voilà, c'est ce schéma-là qu'il faut, à mon avis, garder en tête. Par rapport au stress, et là, on se rapproche petit à petit du système endocannabinoïde. On a donc le stress, on le sait, ça active le système nerveux sympathique et le système HHS, donc hypothalamo-hypophysaire et surrénalien. Quand on a un stress aigu, ça augmente la signalisation au niveau de l'hypothalamus des endocannabinoïdes. Il faut savoir que le feedback négatif du cortisol
au niveau du complexe hypothalamo-hypophysaire ne peut se faire que via des récepteurs CB1. Donc, vous n'avez pas assez de récepteurs CB1 ou ceux-ci sont comment dire, saturés, vous n'avez pas de feedback négatif. À tel point que des vétos brésiliens, eux, ils utilisent un mélange CBD, CBD-CBDG, pardon, pour leur Cushing iatrogène parce qu'ils ils utilisent beaucoup de corticoïdes retard. Et ils disent, ouais, l'animal, ça se résout bien avec un mélange CBD-CBG. Bon, je ne sais pas ce que ça vaut. En cas de stress chronique, vous voyez, enfin, les cannabinoïdes donc, viennent inhiber l'axe HHS via le CB1 et on a aussi une diminution de la signalisation endocannabinoïde dans le cerveau. Enfin, il y a une fatigue en fait de l'organisme, à la fois des surrénales et à la fois du système endocannabinoïde. Donc, en cas de stress chronique, on a une altération d'humeur, des difficultés à gérer la douleur, une activation du système immunitaire, des cytokines pro-inflammatoires, une libération prolongée des glucocorticoïdes, des catécholamines, ce qui provoque un stress oxydatif et une inflammation de bas grade. Et ça, on vous dirait la même chose sur les MICI d'ailleurs. Hein. Donc, il faut retenir l'implication vous voyez, stress mental, moral, endocrinien, assimilé ou proche ou lié au stress oxydatif et à l'inflammation de bas grade. Je pense que c'est des notions qui sont intéressantes à commencer à avoir en tête. Donc, ça veut dire que quand on fait le lien entre système interstitiel et système endocannabinoïde, en fait, on sait que chez le chat à cystite, on a des modifications aussi des niveaux d'endocannabinoïdes et une activation donc de l'AEA, du DAG, du 2AG, pardon, notamment sur les récepteurs CB1 et du 2AG sur les récepteurs CB2. Et vous voyez, l'AEA et le 2AG qui se fixe sur les récepteurs CB2, ça vient inhiber l'hyperréflexie vésicale. Donc, pour moi, l'AEA et l'équivalent dans le chanvre, c'est plutôt le CBD, et le 2AG, l'équivalent dans le chanvre, c'est plutôt le CBG. C'est comme ça que je fais un peu mes gros schémas, quoi, si vous voulez. Donc, grosse implication du système endocannabinoïde dans la cystite interstitielle. Et au niveau de la vessie, on vient aussi retrouver d'ailleurs les récepteurs CB1 et CB2. Les récepteurs CB1 régulent l'activité vésicale, les récepteurs CB2 sont situés au niveau du détrusor de la vessie. Et d'ailleurs, le CBD a été démontré comme régulant le péristaltisme intestinal, le CBG a été démontré comme régulant la motricité vésicale. Ce qui ne veut pas dire que l'autre molécule ne fait pas l'autre chose, mais voilà, en tout cas, c'est ce que disent les publications. Et vous voyez, récepteurs CB1 et CB2 sont appliqués dans l'hyperactivité du détrusor. Donc ça, je viens de le dire. Donc du coup, on voit un intérêt à utiliser le CBD pour l'action sur la FAH et donc sur l'anandamide, donc l'AEA. Le CBD a aussi une action sur les récepteurs 5-HT, donc au niveau du cortex, et a une action sur la lodynie dans la douleur neuropathique. Ça a été démontré en humaine y compris. Le CBD et le CBG inhibent la COX-1 et la COX-2, comme je vous ai montré dans un des schémas du début. Et sur tout ce qui est douleur et inflammation, on fera des webinars sur le sujet parce que c'est quand même assez clé, ça. Pour info, suite au webinar que j'ai fait sur la douleur ou l'inflammation et à tout ce que j'ai constaté, en fait, mes stocks de meloxicam ne s'écoulent plus. J'utilise d'autres biais, mais quasiment plus de Metacam. J'y arrive plus personnellement. Hein. Mais je serais ravie de pouvoir partager vos retours aussi. Sur la cystite interstitielle, figurez-vous que je suis tombée sur un article de Santé humaine un peu par hasard, enfin jusqu'à ce que je m'aperçoive que ça parlait des hommes. Donc, on a exactement la même chose en santé humaine, et dans ces cas-là, c'est la forme non ulcéreuse de la cystite interstitielle chez l'homme, qu'on appelle aussi syndrome de vessie douloureuse. Vous voyez, ça parle bien en humaine. Et ça, c'est l'exact équivalent de la cystite interstitielle féline. Chez l'homme, ils ont étudié différents biomarqueurs urinaires, y compris le facteur de croissance nerveuse, donc le NGF.
Et le NGF, il participe à l'hyperréflexie et l'hyperalgésie. Donc, on comprend pourquoi en mettant des anticorps anti-NGF, on a une action sur la douleur. Mais ce que dit aussi cet article, c'est qu'il ne faut pas oublier que le NGF a une action structurelle, donc avec une expression constitutive. Donc, si on bloque le NGF, on a une action sur beaucoup de systèmes qu'on ne maîtrise pas du coup. Dans cette même publi, ce qui était intéressant, c'est que quand il parle de la cystite donc interstitielle chez l'homme, vous voyez, je vous avais dit, il y a la couche de glycosaminoglycane qui est altérée. C'est mon petit glycocalyx layer là tout en haut. Et petit à petit, ça pénètre, les substances de l'urine pénètrent via la muqueuse, comme je vous disais, qui est donc altérée. Et le gros point là maintenant sur lesquels que regardent les chercheurs, c'est le stress oxydatif. Et ils voient bien qu'il y a ce stress oxydatif qui arrive, cette inflammation chronique. Donc, il faut absolument maintenant se pencher, à mon avis, sur la question du stress oxydatif qui, pour ceux qui me connaissent depuis un an ou deux à faire mes webinars, le stress oxydatif, ça ne me parlait pas du tout. Et de plus en plus, je vois d'éléments de publications qui m'incitent à prendre en compte cette question de stress oxydatif. Voilà. Du coup, ça veut dire que, à mon avis, quand on aborde aussi bien la MIS-C que la cystite interstitielle, bon, je ne vous parle pas de l'allopathie, elle est ce qu'elle est. Il paraît qu'avec le spasmoglucinol ou le Xatral, il n'y a aucune publication qui montre qu'en fait, ça marche. J'en sais rien, je ne me positionne pas là-dessus, ce n'est pas le sujet. C'est surtout moi, j'ai l'impression que sur ces deux pathologies-là, il ne faut pas regarder que les phytocannabinoïdes. Il ne faut pas regarder surtout, par exemple, que du PEA. Ce serait une grossière erreur. Il faut regarder aussi potentiellement comment on améliore avec le microbiote. On n'y connaît rien au niveau vésical, mais au niveau intestinal. Et comment on améliore aussi avec des glycosaminoglycanes nos chats à cystite interstitielle. Il est aussi cité les acides gras polyinsaturés oméga 3 comme intéressant. Et sur ce point, petit warning, faites attention à ce que vous prescrivez en veto disponible dans les cliniques directement. Il n'y a rien de bien à se mettre sous la dent parce que c'est trop dosé en EPA et pas assez en DHA, voire pas assez du tout, pas assez dosé du tout sur les deux. Donc en fait, c'est juste du marketing. Il faut vraiment se méfier là-dessus. Bêta-carotène vitamineux, j'en parle pas parce que j'ai pas assez d'éléments là-dessus. Dans la publication, il parlait aussi de plasma riche en plaquettes, aussi de thérapie avec des chocs de basse énergie, de N-acétylcystéine, de mélatonine, de flavonoïdes, de taurine. Bon, c'est des molécules qui sont citées, mais il n'y a pas encore beaucoup d'éléments de preuve par rapport à ça. C'était juste des possibilités d'approche. Encore une fois, de la même manière qu'on a dit, le microbiote est intéressant en interrelation avec le système endocannabinoïde. Les acides gras polyinsaturés sont intéressants avec le système endocannabinoïde. Et c'est pour ça que du coup, moi, quand je propose du CBD, du CBG, je vais voir s'il n'y a pas un acide gras que je peux ajouter. Je vais voir s'il y a un mélange de probiotiques, prébiotiques, voire postbiotiques que je peux ajouter. Et en plus, éventuellement, d'autres plantes et puis des champignons pour moduler l'immunité. Mais vous voyez, c'est pas un truc à ajouter en plus, c'est tout un écosystème pour bien faire. Après, il faut gérer les priorités, évidemment. Là, c'était une publi de 2016 que j'ai trouvé intéressante à vous rapporter. C'était fait sur des cerveaux de rats. Donc, on analysait les cerveaux de rats et après leur avoir donné un régime riche en un AGPI oméga 6 ou riche en AGPI oméga 3. Et au niveau du cerveau, on avait vu que du coup, c'était beaucoup plus intéressant de gérer, enfin, d'après la publication, c'était plus intéressant d'utiliser des acides gras polyinsaturés oméga 3, donc EPA et DHA. Et il disait aussi que ça améliorait la plasticité synaptique, mais ça, on le sait déjà.
Ok. Conclusion. Donc, conclusion sur les extraits de chanvre et les MICI, ben, vous avez compris, hein, le CBD, c'est bof, correct. Le CBD, CBG, ben, c'est à mon avis ce qu'il faut. CBG seul, ça n'existe pas sans CBD, hein, sinon c'est un isolat et c'est pas bon. Et alors, l'idéal, ce serait un CBD, CBG, CBC, mais on ne l'a pas encore. Ou CBD, CBG et PEA. Mais attention, c'est forcément de l'huile de palme, donc c'est forcément pas du tout éco-responsable. Et puis, ne pas hésiter à ajouter un mélange phyto bien fait pour renforcer les effets, par exemple de la canneberge ou que sais-je. Hein. Non, pas de la canneberge, j'étais sur la cystite. Bref, un mélange phyto bien adressé. Endocannabinoïdome et microbiote, donc ils sont intimement liés, on l'a dit, ajouter probiotiques, prébiotiques. Alors, moi, par un site internet, je pourrais vous proposer, j'espère bientôt, des idées de probiotiques, prébiotiques. Et avec Romain, on est en interaction assez étroite pour parler microbiote. Et du coup, c'est lui qui est ma source d'information sur tout ce domaine-là. À propos de l'effet d'entourage dont je vous ai parlé précédemment, pour moi, c'est super important de retenir qu'un endocannabinoïde n'agit jamais seul. Donc, un phytocannabinoïde ne doit jamais être donné de manière isolée. Et cet effet d'entourage, il a été démontré dans de multiples pathologies que je vous cite ici. Chez les chats, donc on a compris, hein, chez les chats à cécité interstitielle, c'est des chats qui sont plutôt prédisposés à du stress, où il se passe un truc, en tout cas avec leur axe HHS qui est bizarre. Moi, perso, quand je parle de stress chez les chats à cystite interstitielle, le propriétaire des fois me dit, bah non, mais il n'est pas stressé. Alors, je sais, enfin, je sais pas si on peut parler du même stress en humaine que chez le chat. Là-dessus, pareil, je serais intéressée par avoir vos ressentis. Ne pas oublier la question de l'hyperalgésie marquée et de cette perméabilité finalement de la vessie qui se fait et comment on soigne cette muqueuse vésicale par la gestion du stress oxydatif et de l'inflammation chronique, à mon avis. Donc, pensez au CBD, CBG, c'est comme le mélange le plus intéressant. CBC, ce ne serait pas super utile. PEA, en fait, c'est plutôt CBD ou PEA, vous voyez, CBD, CBG ou PEA. Je ne vois pas trop l'intérêt de rajouter du PEA là-dedans. À défaut que du CBD, néanmoins, pour la constante, enfin la valeur anti-anxiété. Ne pas oublier la prise d'antioxydants, de glycosaminoglycans, d'AGPI oméga 3 si possible, donc de DHA, je dirais plutôt parce que c'est plus anti-inflammatoire que le PA. Et penser à gérer le stress évidemment au long cours. Moi, j'ai facilement, si j'ai un acupuncteur sous le coude, j'aurais facilement recours à ce genre de discipline. Bon, en tout cas, à ce jour, les médicaments sont la norme, mais de mon point de vue, c'est plutôt dans la santé intégrative qu'il faut trouver des solutions. Voilà. Je vous remercie de votre attention. J'ai une nouvelle adresse mail. N'hésitez pas à m'envoyer des mails. Et il a été mis en place par l'entreprise qui s'appelle IFAS d'Itera, donc la mycothérapie, hein, un groupe WhatsApp où on parle myco, mais pas que. Donc, si vous voulez que je vous y invite pour ceux qui n'y sont pas encore, n'hésitez pas à m'envoyer un petit SMS ou un petit mail pour que je fasse le lien. Voilà. Et puis, vous y retrouverez Romain avec son microbiote, IFAS d'Etera, et puis des acupuncteurs, et puis des phytothérapeutes. Enfin, voilà, tout ce petit monde se mélange et en toute bienveillance, évidemment. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, j'ai 4. Ah, pardon. Ouais, les questions ne sont pas dans le chat, en fait. Pardon. Je viens de voir, du coup, ces questions-là. Alors, il y a une question. Allons-nous aborder un moment dans le dialogue la posologie à donner en fonction des pathologies? Alors, non, tu vois, du coup, je ne l'ai pas abordé et ça dépend aussi beaucoup du produit que tu utilises. Donc, la question, c'est Mathilde qui l'a posée.
Moi, j'ai tendance à dire que j'ai dû. Alors, je prends pas en compte la posologie, parlons posologie, quoi, du CBG. Je prends en compte que la dose de CBD que je donne est au regard de mon expérience et des études scientifiques. Et je dis, en début de traitement ou en début de cure ou en phase aiguë, je suis toujours au moins à 2 voire 3 mg kilo de CBD. Et si l'animal est ultra mal, je vais aller 4-5 mg kilo de CBD. Et s'il y a du CBG en plus, eh ben, c'est tant mieux. Et puis après, je diminue la dose. Mais pour moi, quand on veut avoir un vrai rétropédalage du système endocannabinoïde, faut augmenter, enfin, faut être à des niveaux assez hauts. Et en fait, tu vois, tu es à une microdose quand tu es à 0,2, 0,5 mg kilo de CBD. Tu as une dose normale moyenne à 2 mg kilo et tu es à une, on va dire, grosse dose, en tout cas la dose maximale utile à mon avis chez le chien et le chat à 5 mg kilo. En humaine, sur l'épilepsie, ils vont à 10 ou 20 mg kilo facilement, plusieurs fois par jour. Bon, bah, ça n'a pas trouvé, enfin, ce genre de dosage n'a pas trouvé son utilité encore en veto. Voilà. Vous pouvez aussi vous exprimer par voie orale. Non, bah, j'attends encore 2 minutes si vous voulez. Et puis après, bah, on arrêtera. Ceux qui veulent partir, n'hésitez pas. Bonjour Valérie, vous avez un produit, une marque, un laboratoire à recommander? Alors, oui, parce que j'en vends. Donc, tu vois, là, du coup, je vais mettre en conflit d'intérêt, évidemment. Euh, et du coup, tu tapes mon nom et tu vas me trouver, hein, évidemment. Tu vas trouver la marque. Et sinon, c'est compliqué pour moi de parler de la concurrence. Mais par exemple, d'Oléonate, je ne sais pas trop ce qu'ils font. Je sais qu'ils mettent du CBD, enfin, je crois qu'ils mettent du CBD dans leurs produits, mais on a du mal à avoir la formule. Donc, je pourrais pas t'indiquer par exemple de dose. Après, Sativabet, ça n'existe plus. Si vous avez des marques, les autres à me citer, Sativabet Le- n'existe plus. Greenbet, je crois qu'ils font du 5%, mais du coup, avec du 5%, on va pas loin sur de 2 mg kilo. Hein. 5%, on traite un chat, un petit chien. Sur les grands chiens, c'est pas la peine. le laboratoire Lostum, L'ostume, je connais pas. Lostum en humaine. Ah, alors, je me réfère pas au laboratoire du Maine parce Ah, que ok. parce que on a ce qu'il faut en veto. C'est la Mhm. principale chose. Ensuite, l'autre chose, c'est qu'il te faut un historique du chanvre pour avoir quand même pleinement confiance. Parce que si tu vas sur Rappel Conso, regardez tous les labos qui se font épingler sur le CBD. Faites Rappel Conso et vous cherchez CBD, c'est énorme. Donc en fait, il y a eu tellement de fraude, tellement de manque de professionnalisme qu'il faut être ultra prudent. Peut-être le premier truc que tu peux faire, c'est demander un certificat d'analyse au laboratoire dont tu parles que je connais pas. Et sinon, tu m'envoies un petit mail, je regarde, tu me notes bien le nom et je Non, non, je regarde. n'ai pas d'intérêt spécifique à en prendre là-bas. Hein. C'est comme ça, ce que j'en avais sur mon étagère. Mais maintenant, s'il y a moyen d'en avoir chez toi, c'est très bien. Et sinon, tu m'envoies le truc et je te Mhm. dirai ce que j'en pense aussi. Tu peux aussi continuer sur ça. Hein. Mhm. Moi, enfin, l'idée, c'est pas de vendre mes produits. J'ai d'autres, j'ai d'autres motivations dans la vie aussi, qui est d'apporter plus dans cette santé intégrative. Donc, après, il y a Blabla, mais je sais plus s'ils ont arrêté ou pas. Enfin, vous voyez, petit à petit, les acteurs, c'est tellement difficile de vendre du chanvre en veto que les acteurs s'éliminent petit à petit. Donc, Mhm. c'est ça qui est compliqué. Ok. Et ouais, enfin voilà, le PEA, c'est très très tendance. Oui, je sais, il y a un labo qui en vend et je vous avoue que je suis pas, je mélangerai les deux, je ne mettrai pas que du PEA. Je suis pas confortable avec ça. Et Les tu autres, parles un laboratoire vétérinaire ou un oui, autre laboratoire? oui, un labo veto, ouais, ouais. Et puis même en santé humaine, hein, tu vas regarder PEA,
Enfin, c'est vraiment très tendance. Alors, le gros avantage, c'est que la posologie est quand même beaucoup plus claire que sur le chanvre. On est aux alentours de 10 ou 20 mg kilo et ça marche comme ça. Enfin, il y a des effets comme ça. Mais ce qui me gêne dans le PEA, c'est que tu as vraiment une action sur le récepteur CB2. Bon, sur la douleur, je suis un peu chafougnette en fait sur ce. Puis bon, PEA seul, quoi. Voilà. D'autres questions? Non? Bon, vous avez mon contact. Moi, quand je suis pas en clinique veto ou sur le terrain. Ah ouais, Mathilde, vas-y. Je sais pas si tu peux t'exprimer. Attends, je regarde. Ah, attendez, j'ai vu des trucs arriver. Alors, j'ai pas de micro. Hop, Mathilde. Mais vous conseillez plutôt sous forme d'huile ou bien poudre, sommité fleurie, réduit sous forme de gélule? Ah bah non, sous forme de gélule, tu l'avales. Non, non, ça doit passer en transmucosal, hein, le chanvre, sinon c'est pas la peine. Et sur les sommités fleuries, poudre, tu as un 5% de CBD. Enfin, il faut que tu demandes l'analyse, hein, les quantités de CBD, CBG pour pouvoir estimer les doses que tu donnes. Mais attention, ça passe pas la barrière intestinale. J'ai un gros doute là-dessus, quoi. Et les producteurs locaux te font des bons produits, j'aime bien, parce que tu gardes bien l'effet d'entourage, mais alors le goût peut être assez pourri et c'est pour ça qu'ils le mettent en gélule. Donc pour moi, c'est une huile qui doit passer en transmucosal, c'est un baume qui doit passer en percutané ou une huile. C'est une huile qui peut passer en intrarectal en cas de crise convulsive, mais tu vois, j'ai un peu du mal avec les. Ou alors c'est la gélule à jeun. Euh, Pourquoi pas? Faut regarder les doses, faut être vigilant hein, parce qu'ils peuvent le sous-doser. Des recommandations de produits. Bon bah voilà, j'ai répondu. Vous regardez mon nom, vous allez me pister sur internet si ça vous intéresse. Un intérêt du CBD sur la syringomyélie. Ah ouais, Valentina, je vois ce dont tu parles. Tu parles d'un article fait par Thierry Poit en 2021 sur un cas de syringomyélie chez un chien. Dans un article, il évoquait plusieurs cas cliniques. Bah écoute, pourquoi pas essayer, mais tu vois, je mixerais bien CBD, CBG, faute d'avoir du THC en fait. Mais ouais, CBD, CBG, et du coup, PEA, non, ça se prête pas. Mais CBD, CBG, ouais. Ouais. Et puis peut-être un peu d'acupuncture, mais je crois que tu en fais aussi, donc ouais, ouais, ouais. Allons-nous aborder. Donc ça c'est fait. Bon, ben, je pense que de ce côté-là, je vois plus de questions. Vous en avez par voie orale? Non? Bon, bah, je vais m'arrêter là alors si ça vous va. Je vous souhaite un super après-midi et puis ben, à bientôt pour la prochaine séance qui se passera comme ça. N'hésitez pas à me faire des retours si vous avez des suggestions d'amélioration. Je suis complètement open. Vu que je suis toute seule à tout gérer, si vous pouvez me donner votre feedback, ben, c'est cool. Merci beaucoup à toutes, à tous et puis à bientôt. Au revoir. Alors.